Le docteur Maxwell Blair posa son téléphone sur le bureau, observant la pluie incessante strier la vitre de son bureau au Boston General. 18 mois de sa vie avaient été consacrés à la recherche d'un remède à l'incurable, pour finalement découvrir que sa femme avait contracté quelque chose qu'elle ne pourrait pas guérir lors de son escapade d'un week-end avec un autre homme. On frappa à la porte, annonçant l'arrivée de l'assistant de recherche du docteur Blair. L'agent de liaison des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies est là, annonça l'assistant. L'homme qui entra ensuite dans le bureau portait un costume noir impeccable et une mallette était menottée à son poignet. « Docteur Blair, je suis l'agent Rodriguez. Nous devons discuter du projet Lazare. » Max acquiesça d'un signe de tête laconique, puis verrouilla la porte. Pendant 18 mois, il avait travaillé sur des protocoles d'amélioration virale capables de cibler des marqueurs génétiques spécifiques. Des pandémies sur mesure. Le gouvernement, parfaitement conscient de la menace potentielle, cherchait un remède avant que quelqu'un n'arme une technologie aussi dévastatrice. Le symposium à Washington, D.C. a été avancé, annonça Rodriguez. 9 jours, à partir de lundi. Couverture médiatique totale. Votre femme ne doit pas savoir où vous allez. Max faillit éclater de rire. Croyez-moi, Melinda s'en fiche. Elle a été très occupée avec ses clients du secteur biotechnologique. Votre femme travaille dans les relations publiques du secteur biotechnologique. Ce n'est pas dans votre dossier de sécurité. Elle a démarché quelques jeunes entreprises pharmaceutiques. Rien de classifié. Max ouvrit le dossier, son regard parcourant les noms de virologues, d'ingénieurs en génétique et d'entrepreneurs militaires. Quand est-ce que je pars? Ce soir. Préparez des vêtements chauds. Alors que Rodriguez s'en allait, Max fixa intensément sa photo de mariage. Melinda lui souriait, rayonnante dans sa robe blanche. C'était 4 ans plus tôt, avant que son agitation innée ne prenne une tournure sombre. Avant que les mystérieux voyages de week-end pour des réunions avec des clients ne commencent à se produire avec une fréquence croissante. Il avait essayé d'ignorer les signes. Le nouveau parfum, l'abonnement à la salle de sport qu'elle n'utilisait jamais. La façon dont elle tressaillait presque imperceptiblement quand il touchait son téléphone. Mais le docteur Maxwell Blair n'était pas devenu l'un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses du pays en ignorant les symptômes. La maison avait une atmosphère distincte et troublante lorsque Max revint de Washington, D.C., 9 jours plus tard. Il avait pris un vol plus tôt, dans l'intention de surprendre Melinda. La surprise, cependant, fut définitivement pour lui. Mel, appela-t-il, sa voix résonnant dans la maison silencieuse. Pas de réponse. Sa voiture était garée dans l'allée et son sac à main traînait nonchalamment sur le comptoir de la cuisine. Il monta les escaliers, le bruit de l'eau qui coulait devenant de plus en plus fort à chaque pas. La chambre à coucher semblait manifestement habitée. Des oreillers étaient éparpillés au hasard sur le lit. Des verres à vin étaient posés en équilibre précaire sur les 2 tables de chevet. 2 verres à vin. Melinda. Elle se retourna brusquement, une serviette enroulée à la hâte autour de son corps. Max, tu es en avance. Le symposium était censé se terminer vendredi. Il s'est terminé plus tôt. Il scruta son visage rougeaud. Tu as l'air troublé. Je viens de rentrer d'un jogging. Elle embrassa sa joue, mais ses lèvres étaient étrangement froides et distantes. Comment était Washington? Classifié. Tu sais comment c'est, remarqua Max, ses yeux scannant la scène. Des articles de toilette inconnus et une eau de Cologne pour homme qui n'était indéniablement pas la sienne. Tu attends de la compagnie? Oh, ça. Jamie de Morrison Biotech était là plus tôt. Nous passions en revue la campagne Helix. Il a laissé des affaires derrière lui. Jamie? Max connaissait bien Morrison Biotech. L'entreprise avait été signalée par la Food and Drug Administration pour des pratiques douteuses. Il avait personnellement mis en garde le comité d'éthique à leur sujet. Jamie Martinez, demanda Max, ouvrant délibérément le tiroir de la salle de bain. Martinez. Non. Jamie Johnson. Tu ne le connais pas. Le mensonge vint bien trop facilement. Les doigts de Max se refermèrent sur une paire de boutons de manchette coûteux, portant clairement le logo de Morrison Biotech. Pas quelque chose qu'un responsable des relations publiques oublierait simplement par inadvertance. Je meurs de faim, déclara Max, empochant subrepticement les boutons de manchette. Commandant chinois. Pendant le dîner, Melinda bavarda avec animation de sa semaine, engageant ce qui semblait être une conversation normale,
Sauf que Max remarqua la façon dont elle évitait son regard, la façon dont ses mains tremblaient presque imperceptiblement lorsqu'elle attrapait son verre de vin. « Comment s'est passé le système de sécurité ?» demanda-t-il. « Des problèmes pendant mon absence ? Oh, tu sais, la technologie. Il s'est déconnecté plusieurs fois. J'ai appelé l'entreprise, mais ils ont dit que c'était probablement juste un bug. » Max acquiesça lentement, formulant déjà sa prochaine manœuvre. Leur système avait des sauvegardes redondantes et ne supprimait rien pendant 30 jours. Si quelqu'un l'avait délibérément désactivé, il le découvrirait sans aucun doute. Après que Melinda se fut couchée, prétextant un épuisement total, Max descendit à son bureau. La console de sécurité révéla exactement ce qu'il avait anticipé. 5 jours de panne complète. Mais le système était bien plus intelligent que Melinda ne le savait. Même lorsque les caméras principales se sont mises hors ligne, des détecteurs de mouvement ont continué à enregistrer consciencieusement l'activité sur un disque chiffré. Max connecta son ordinateur portable, sur lequel tournait un programme de récupération qu'il avait méticuleusement conçu. À 3h47 du matin, des images granuleuses en vision nocturne commencèrent à se charger. Max regardait, son expression se durcissant tandis que sa femme ouvrait la porte et laissait entrer 2 hommes. Même dans cette vidéo pixelisée aux teintes verdâtres, il en reconnut un immédiatement. Andrew Phelps. Le principal investisseur de Morrison Biotech. Et l'homme même que Max avait dénoncé aux autorités fédérales. L'horodatage indiquait qu'ils étaient restés jusqu'à l'aube. Max accéléra le défilement des fichiers récupérés. D'autres images provenant de différentes nuits. Melinda riant, dansant dans sa robe de soie. Tous les 3 partageant un whisky coûteux. Les mains de Phelps se posant, possessives, sur les épaules de sa femme, la tête de celle-ci rejetée en arrière dans un rire qui se transforma rapidement en quelque chose de bien plus intime. La vidéo finale fit trembler ses mains de manière incontrôlable. Melinda, les seins nus, embrassant les 2 hommes tandis qu'il la déshabillait. Sa femme se tordant entre 2 étrangers dans leur propre lit conjugal. Max ferma l'ordinateur portable, se laissant sombrer dans l'obscurité enveloppante. En tant que spécialiste des maladies infectieuses, il avait été témoin direct de ce que des rencontres non protégées avec plusieurs partenaires pouvaient rapporter. Surtout lorsque l'un de ses partenaires dirigeait une entreprise de biotechnologie connue pour ses essais illégaux sur des humains. 3 semaines plus tard, Melinda se plaignit d'une fatigue persistante. « C'est probablement juste le stress », lui dit Max, lui prenant sa température, qui s'avéra normale. Mais il avait remarqué de petites lésions qui commençaient à se former à l'intérieur de ses cuisses. « Tu as trop travaillé. » Peut-être, elle se pencha contre lui. « Je fais des rêves bizarres, et j'ai mal aux articulations. » Max reconnut immédiatement les symptômes. Au cours de ses recherches confidentielles, il avait étudié des manifestations similaires chez des sujets de tests d'Europe de l'Est. La société de Phelps expérimentait des mutations virales améliorées, créant des infections capables de déjouer les réponses immunitaires normales. « Laisse-moi faire une analyse de sang », proposa Max, s'efforçant d'avoir l'air désinvolte, juste pour être sûr. Les résultats confirmèrent sans équivoque ses plus sombres soupçons. Melinda avait contracté quelque chose qui ne figurait dans aucun manuel de médecine. Un pathogène artificiel qui combinait les aspects les plus virulents de plusieurs infections différentes. Il était conçu pour rester dormant pendant un certain temps avant de se manifester par une inflammation systémique, causant des dommages importants aux organes et menant finalement à la mort. Phelps avait donné à sa femme bien plus qu'un simple bon moment. Il lui avait effectivement donné une condamnation à mort. Max fixa les résultats de laboratoire, sentant une sensation froide et inconnue s'installer au plus profond de sa poitrine. Pendant 18 mois, il avait consacré sa vie à guérir des maladies. Maintenant, il possédait le pouvoir de retenir cette guérison. Dr Blair, la patiente de la chambre 12 demande à vous voir spécifiquement. L'infirmière Patricia lui tendit un dossier. Elle dit que vous êtes le seul spécialiste qui peut l'aider pour son état. Max jeta un coup d'œil au nom. Rebecca Stone. L'alias de Melinda pour ses visites médicales privées. Sa femme venait subrepticement à l'hôpital sous une fausse identité, essayant désespérément d'obtenir un traitement à son insu. « Dites à Madame Stone que je ne suis pas disponible », dit Max, sa voix dépourvue d'émotion. Recommandez-lui le docteur Williams. Elle semblait désespérée. Elle a dit qu'il s'agissait d'une grave menace pour sa santé due au mauvais homme. La mâchoire de Max se contracta presque imperceptiblement. Alors, Melinda soupçonnait où elle avait attrapé son petit problème.
Alors elle devrait sans aucun doute demander de l'aide au mauvais homme. Ce soir-là, Max confronta sa femme avec une précision chirurgicale. « Tu as l'air pâle », remarqua-t-il nonchalamment pendant le dîner. « Tu te sens bien ?» Melinda picorait sans appétit sa salade. « Juste fatigué. J'ai peut-être quelque chose qui couve. » « Quelque chose comme quoi ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être un virus. » Elle hésita, observant attentivement son visage. « Est-ce qu'on peut attraper quelque chose de grave à partir de surfaces contaminées ou de boissons partagées ?» Max faillit sourire avec dérision. Elle pêchait, essayant désespérément d'inventer des explications innocentes. Cela dépend entièrement du pathogène. Certaines infections nécessitent un contact bien plus intime. La couleur quitta complètement le visage de Melinda. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Un contact physique étroit. Une transmission par la peau. Le genre de contact qu'on pourrait avoir lors de réunions d'affaires avec des clients. La voix de Max resta cliniquement neutre. En parlant de ça, comment va Jamie Johnson de Morrison Biotech ? Laisse-t-il toujours ses affaires personnelles dans notre salle de bain ? La fourchette de Melinda s'écrasa bruyamment dans son assiette. Je t'ai dit que c'était juste les boutons de manchette d'Andrew Phelps. Max plaça délibérément les accessoires sur la table. Étrange qu'un homme nommé Jamie Johnson porte des boutons de manchette gravés AP. La bouche de sa femme s'ouvrit et se ferma en silence, comme un poisson hors de l'eau. Je suis au courant pour Phelps, Melinda. Je suis au courant pour l'autre homme aussi. Je sais tout sur ta petite fête pendant que j'étais à Washington. Max se pencha en avant, son regard inébranlable. Et je sais exactement ce que tu as rapporté de ton escapade du week-end. Les larmes commencèrent à couler librement sur son visage. Max, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi ? Que tu as décidé de fricoter avec un homme dont l'entreprise fait des expériences sur des acteurs et actrices de l'industrie du X en Roumanie. Que tu t'es exposé à Dieu sait quel type d'agent pathogène conçu ? La voix de Max s'éleva, son calme soigneusement construit commençant à s'effondrer. Ou devrions-nous parler de la façon dont tu as utilisé de faux noms pour te faire soigner ? J'ai des vidéos. Les mots planèrent lourdement dans l'air, comme une sentence de mort. Melinda le fixa, réalisant enfin l'absolue futilité de ses mensonges. Du système de sécurité que tu pensais avoir désactivé. Max continua implacablement. Chaque nuit, chaque position, chaque échange de fluide corporel entre toi, Phelps et son associé, le docteur Carl Brennan. Oh, mon Dieu! Melinda enfouit son visage dans ses mains, son corps secoué de sanglots. Dieu ne peut pas t'aider maintenant, Melinda. Mais je pourrais peut-être. Max tendit la main à travers la table, soulevant son menton jusqu'à ce qu'elle croise son regard froid et impitoyable. Si tu es complètement honnête avec moi sur tout. La confession dura 3 longues et pénibles heures. Melinda admit une liaison de 2 mois avec les 2 hommes, affirmant qu'elle avait été convaincue qu'ils étaient de véritables investisseurs en biotechnologie réellement intéressés par ses services de relations publiques. Ils l'avaient séduite avec des discours alléchants sur des percées médicales révolutionnaires et des opportunités d'investissement exclusives. Ils ont dit qu'ils testaient des thérapies d'amélioration, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Des traitements qui pourraient stimuler la fonction immunitaire et augmenter la longévité. Andrew a proposé de me faire participer à un essai exclusif. Max sentit de la glace se former dans ses veines, resserrant lentement son cœur. Quel genre de participation ? Des injections. Ils ont dit que c'était totalement sûr, juste des cocktails de vitamines et des stimulants immunitaires. Ils l'ont fait juste là, dans notre chambre. Ils ont dit que ce serait plus confortable qu'un cadre clinique. Ils t'ont injecté des drogues expérimentales dans notre maison. Melinda acquiesça misérablement. Andrew a dit que j'aidais à faire progresser la science médicale, que je serais grassement rémunéré si les essais réussissaient. Max ferma les yeux, comprenant enfin l'étendue totale et horrifiante de sa trahison. Phelps avait fait plus que simplement séduire sa femme. Il l'avait exploité comme cobaye humain dans des recherches illicites sur les armes biologiques, la liaison servant uniquement d'écran de fumée pour ses expérimentations humaines clandestines. « Montre-moi les sites d'injection, ordonna-t-il. Melinda révéla à contre-cœur de petites piqûres situées sur l'intérieur de ses bras, de ses cuisses et du bas de son dos. C'étaient des sites d'injection professionnels, méticuleusement placés pour éviter toute cicatrice visible. Ces hommes n'étaient pas simplement des criminels. C'étaient des professionnels de la santé hautement qualifiés se livrant à des expériences humaines non autorisées.
Max examina chaque site avec un détachement clinique glaçant, photographiant méticuleusement chaque détail à des fins de preuve. As-tu ressenti des symptômes depuis que les injections ont commencé? Fatigue, douleurs articulaires? Quelques irritations cutanées, mais Andrew m'a assuré que c'était des effets secondaires normaux. Et tu l'as cru, demanda Max, c'est un médecin. Il a présenté ses diplômes, ses publications de recherche. Max accéda rapidement au dossier médical authentique de Phelps sur son ordinateur portable. Andrew Phelps avait perdu sa licence médicale 3 ans auparavant pour avoir mené des essais non autorisés sur des populations de sans-abri à Détroit. Son entreprise opère intentionnellement en dehors de la juridiction des États-Unis, précisément pour contourner la surveillance de la Food and Drug Administration. L'homme à qui tu as confié ton corps est un criminel dont la spécialité est de tester des agents pathogènes de qualité militaire sur des victimes vulnérables, continua Max, et tu as introduit ce qu'il a créé dans notre maison. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que tu es infecté par quelque chose que je pourrais être incapable de guérir. 2 semaines plus tard, l'état de Melinda se détériora rapidement. Des lésions apparurent sur son torse, accompagnées de fortes fièvres et de douleurs articulaires atroces. Elle implora Max de la faire admettre à l'hôpital, mais il insista pour administrer le traitement à domicile. « Je protège ta vie privée » expliqua-t-il, tout en administrant des fluides intraveineux. Si cette information devient publique, nos 2 carrières sont irrémédiablement terminées. À l'insu de Melinda, Max avait déjà contacté l'unité biocrime du Federal Bureau of Investigation. L'agent Rodriguez avait manifesté un intérêt considérable pour la révélation de Max concernant des expériences humaines illégales. Nous suivons Phelps depuis des mois, avait expliqué Rodriguez lors de leur rencontre clandestine. Cependant, nous avions besoin de preuves d'expérimentation active sur le territoire des États-Unis. Le cas de votre femme nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Max consentit à porter des appareils d'enregistrement pendant ses conversations avec Melinda, accumulant ainsi des preuves de sa participation volontaire à des essais médicaux illégaux. Les enregistrements lui fourniraient une protection juridique tout en garantissant que Phelps soit confronté à des poursuites fédérales. Melinda, j'ai besoin que tu me racontes encore une fois les détails des injections, déclara Max, en ajustant le microphone dissimulé. Le Bureau fédéral d'investigation exige une chronologie exhaustive. Le Bureau fédéral d'investigation? Melinda eut du mal à se redresser, sa force diminuant rapidement. Max, tu avais promis que cela resterait confidentiel. C'était avant que je comprenne l'étendue totale des activités de Phelps. Il exploite des citoyens américains comme sujet de test pour des armes biologiques de qualité militaire. Cela constitue une question de sécurité nationale. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de mon traitement? L'expression de Max se durcit. Ton traitement dépend de ta coopération. L'antidote existe, mais il est classifié. Je ne peux y avoir accès que par les voies officielles. Cette affirmation était une invention. Max avait synthétisé l'antidote des semaines auparavant, en utilisant ses recherches classifiées. Cependant, Melinda n'était pas au courant de cette information. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Je vais tout leur révéler. Aide-moi, juste. » Alors commence à parler. Le raid du Bureau fédéral d'investigation sur le siège de Morrison Biotech fit les gros titres nationaux. Les agents fédéraux confisquèrent des ordinateurs, des dossiers de recherche et des échantillons d'agents pathogènes expérimentaux. Phelps et Brennan furent appréhendés pour expérimentation humaine non autorisée, développement d'armes biologiques et conspiration contre les États-Unis. Max observa la couverture médiatique depuis son bureau, satisfait que le récit le dépeigne comme un lanceur d'alerte héroïque qui avait découvert l'implication involontaire de sa femme dans un complot de bioterrorisme. Ce soir-là, Phelps contacta le téléphone personnel de Max depuis une prison fédérale. « Dr Blair, ici Andrew Phelps. Je crois que nous devons converser. » Max avait anticipé cet appel. « Monsieur Phelps, comment trouvez-vous la détention fédérale? Épargnez-moi la théâtralisation, Blair. Nous comprenons tous les deux la véritable nature de la situation ici. Votre femme s'est portée volontaire pour nos essais, a signé des décharges, a donné son consentement éclairé et a participé avec enthousiasme à toutes nos entreprises collaboratives. » La voix de Phelps adopta un ton menaçant. « Je possède des heures de séquences vidéo démontrant sa participation volontaire. »« Quelles sont vos exigences ?» demanda Max. « J'exige que vous retiriez votre déclaration au Bureau fédéral d'investigation, affirmant que vous aviez mal compris les événements qui se sont déroulés. Affirmez que votre femme était simplement engagée dans une liaison, rien de plus.
Et si je refuse? Alors le monde entier verra précisément le type de femme que vous avez épousée. Max sourit froidement. Je ne négocie pas avec les terroristes, qu'ils soient fédéraux, nationaux ou biomédicaux. Profitez de votre cellule. Il mit fin à l'appel et contacta rapidement l'agent Rodriguez. J'ai besoin de signaler une tentative d'extorsion, déclara Max. Andrew Phelps vient de menacer de diffuser des images compromettantes de ma femme si je ne rétracte pas mon témoignage. Le parking de l'hôpital était presque désert à 11 heures du soir lorsque Max confronta l'associé de Phelps, le docteur Carl Brennan. L'homme tentait de fuir le pays, chargeant du matériel scientifique dans une camionnette de location. Vous allez quelque part? Carl Brennan se retourna brusquement, manquant de lâcher une mallette d'échantillons de flacons. Docteur Blair, je ne faisais que fuir comme un lâche. Max avança, notant les perles de transpiration qui se formaient sur le front de Brennan. Abandonnez votre partenaire de recherche pour qu'il affronte seul les poursuites fédérales. Votre femme était enthousiaste à l'idée de participer. Elle comprenait les implications de son implication. Vraiment? Parce qu'elle semble croire que vous lui avez dit qu'elle recevait des compléments vitaminiques. Les individus perçoivent ce qu'ils souhaitent percevoir. La patience de Max s'évapora. D'un seul mouvement rapide, il saisit la lourde lampe de poche à sa ceinture et la balança sur le visage de Brennan. L'homme recula en titubant, du sang coulant de son nez fracturé. Espèce d'ordure, Brennan serra son visage. Vous m'avez fracturé le nez. Bien. Cela vous donnera quelque chose pour vous souvenir de moi. Max avança, la lampe de poche levée. Vous avez exploité ma femme comme sujet de test humain pour la recherche sur les armes biologiques. Vous l'avez exposée à des agents pathogènes incurables. Elle a consenti à tout. Elle a consenti à des mensonges. Max frappa à nouveau, touchant les côtes de Brennan. L'homme se plia en deux, haletant. Vous lui avez dit qu'elle contribuait à la recherche médicale. Vous avez négligé de mentionner que les médicaments expérimentaux pouvaient l'éliminer définitivement. Brennan tenta de s'enfuir, mais Max le plaqua contre le panneau latéral de la camionnette. Le métal subit une bosse due à l'impact, et Brennan s'effondra sur le béton. S'il vous plaît, haleta Brennan. Je peux vous fournir la formule complète de l'antidote. Sauvez la vie de votre femme. Max s'agenouilla à ses côtés. Je possède déjà l'antidote. Ce que je cherche, c'est la justice. Parce que vous l'avez impliquée dans cette affaire. Maintenant, vous subirez le même sort qu'elle. Les assignations à comparaître arrivèrent un mardi matin. Melinda ouvrit le courrier recommandé d'une main tremblante, son état nécessitant désormais une médication quotidienne, ne serait-ce que pour maintenir son fonctionnement. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en fixant les documents juridiques. Max jeta un coup d'œil par-dessus sa tasse de café. Il semble que les procureurs fédéraux exigent votre témoignage dans l'affaire Phelps. C'est pour le grand jury. Ils cherchent à obtenir des inculpations pour conspiration, trafic d'êtres humains et développement d'armes biologiques. Max tourna la page. Il est indiqué ici que vous êtes convoqué en tant que témoin essentiel. Le visage de Melinda pâlit. Témoin essentiel? Cela implique que j'étais impliqué dans ces crimes. Ne l'étiez-vous pas? Parce que, selon ceci, vous avez été payé pour avoir participé à des essais médicaux non autorisés. Max désigna un relevé bancaire joint à l'assignation. 15 000 $ de Morrison Biotech, versés sur votre compte personnel. C'était pour des services de relations publiques. Un travail de conseil légitime. Des conseils sur quoi? Comment recruter des sujets d'essais humains? Comment contourner la surveillance de la Food and Drug Administration? La voix de Max devint glaciale. Max produisit une transcription qu'il avait reçue du Federal Bureau of Investigation. Les conversations enregistrées de Melinda avec Phelps, discutant des méthodes pour dissimuler leur relation à son mari, médecin obsessionnel, jugé trop éthique pour comprendre l'authentique innovation médicale. Vous m'avez qualifié d'obsessionnel, lut Max à haute voix. Vous avez affirmé que j'étais trop axé sur les maladies pour reconnaître que vous étiez vous-même malade. Fin de citation. Ironique, n'est-ce pas? Les mains de Melinda tremblaient alors qu'elle reconnaissait ses propres mots. Je plaisantais. Je ne voulais pas. Max abattit un autre document. Votre contrat de travail avec Morrison Biotech, signé il y a 8 mois. Il définit vos responsabilités comme relations clients discrètes et coordination spécialisée des tests. Cela signifie que vous n'aviez pas simplement une liaison,
Melinda. Vous étiez une employée. Une participante rémunérée à des expérimentations humaines illégales. La voix de Max prit un ton mortellement calme. Ce qui fait de vous une co-conspiratrice dans des crimes fédéraux de bioterrorisme. La gravité de sa situation la submergea finalement. Melinda s'effondra sur le canapé, sanglotant inconsolablement. Qu'est-ce qui va m'arriver? Les accusations fédérales de conspiration sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison. Max s'assit à côté d'elle, sa voix désormais douce. Cependant, il pourrait exister un moyen de minimiser les dégâts. Les papiers du divorce arrivèrent en même temps que la lettre de licenciement de Melinda de Morrison Biotech. Max avait minutieusement chronométré les deux événements, assurant un impact psychologique maximal. Tu divorces de moi. Melinda le confronta dans son bureau. Alors que je suis malade, alors que je suis confronté à des poursuites fédérales? Je me protège. Légalement, si vous êtes reconnu coupable de conspiration de bioterrorisme, tout ce que nous possédons devient sujet à confiscation fédérale. Max ne leva pas les yeux de son ordinateur. Ma femme a choisi de participer à la recherche sur les armes biologiques avec des criminels notoires. Ma femme nous a tous les deux exposés à une enquête fédérale. Ma femme a détruit notre mariage pour un gain financier et des médicaments expérimentaux. Max la regarda enfin dans les yeux. Ma femme a fait ses choix. Maintenant, elle doit en supporter les conséquences. Max, s'il te plaît. Je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais je suis en train de mourir. Les symptômes s'aggravent chaque jour. À moins que vous ne me soigniez rapidement, je ne peux pas vous soigner. L'agent pathogène expérimental que vous avez contracté n'est inclus dans aucun protocole médical standard. Le traitement nécessiterait d'accéder à des documents de recherche classifiés. L'expression de Max resta impassible. Des documents auxquels je ne peux accéder que pour les patients autorisés. Je ne peux pas le faire. Vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour crime de bioterrorisme. Vous fournir un traitement médical classifié constituerait une obstruction à la justice. Cette affirmation était une pure invention. Maxwell pouvait administrer un traitement à Melinda à tout moment, s'il le souhaitait, cependant, elle ne possédait pas une connaissance suffisante du droit fédéral ou des protocoles médicaux pour contester son affirmation. Donc, tu vas simplement me laisser mourir, demanda-t-elle. Je vais laisser le système judiciaire déterminer votre sort, répondit-il. La salle d'audience était remplie à capacité pour la mise en accusation de Melinda. Maxwell était assis dans la galerie, observant sa femme alors qu'elle se tenait devant le juge fédéral, vêtue d'une combinaison orange. Son état physique s'était considérablement détérioré. Elle avait besoin d'aide pour marcher, et sa peau présentait des signes indubitables d'une infection systémique. Madame Blair, commença le juge, vous êtes accusée d'association de malfaiteurs en vue de développer des armes biologiques, de participation illégale à des expérimentations humaines, et d'obstruction à une enquête fédérale. Comment plaidez-vous? Demanda le juge. Non coupable, votre honneur, répondit Melinda. Le procureur se leva alors. Votre honneur, nous demandons le maintien en détention provisoire sans caution. Le procureur continua, l'accusé a participé au développement d'armes biologiques et représente une menace manifeste pour la sécurité publique. Nous possédons des enregistrements audio où l'accusé discute de méthodes pour dissimuler ses activités aux forces de l'ordre. Nous avons des relevés bancaires qui prouvent des paiements pour sa participation, et nous avons également des contrats signés détaillant son rôle dans le recrutement d'autres sujets d'essai. Maxwell observa le visage de Melinda pâlir. Elle ignorait l'existence des autres sujets d'essai. De plus, continua le procureur, l'accusé est actuellement infecté par un pathogène de qualité militaire qui pourrait se propager à la population générale si elle est libérée. Demande de maintien en détention accordée. La date du procès est fixée à 8 semaines à partir d'aujourd'hui, déclara le juge. Alors que les agents fédéraux escortaient Melinda, elle lança un regard désespéré à Maxwell. Il croisa son regard et murmura silencieusement, « Tu l'as bien cherché ». L'action collective arriva aux informations 3 jours plus tard. 17 victimes d'expérimentations humaines illégales menées par Morrison Biotech s'étaient manifestées, réclamant des dommages et intérêts pour préjudice médical, traumatisme émotionnel et violation des droits civiques. Melinda Blair était citée comme défenderesse. Le montant des dommages et intérêts réclamés dépassait les 12 millions de dollars. Même si Melinda était acquittée des accusations fédérales, le procès civil la ruinerait financièrement pour le restant de ses jours. 6 semaines après son incarcération fédérale, l'état de Melinda devint critique.
Le pathogène expérimental avait progressé jusqu'à une défaillance systémique des organes, et les installations médicales de la prison étaient inadéquates pour répondre à ses besoins. Son avocat déposa une requête d'urgence en libération conditionnelle pour raisons humanitaires. Maxwell témoigna contre la requête. « Votre honneur, expliqua-t-il à la cour, l'état de Madame Blair est le résultat direct de sa participation volontaire à la recherche illégale sur les armes biologiques. La relâcher pour qu'elle reçoive un traitement médical créerait un dangereux précédent. » Le juge acquiesça. « Requête rejetée, déclara-t-il. » Cependant, Maxwell n'en avait pas fini. Cet après-midi-là, il rencontra le procureur en privé. « Je possède des preuves supplémentaires concernant les activités criminelles de Madame Blair, déclara-t-il, en produisant une enveloppe Kraft. Fraude à l'assurance. Il y a 3 ans, elle a falsifié ma signature sur une décharge médicale qui lui a permis de participer à un essai clinique expérimental. Elle a reçu $50 000 en compensation en prétendant faussement être un professionnel de santé agréé. » Le procureur examina les documents. « Cela prouve qu'elle est impliquée dans des fraudes médicales depuis des années, observa-t-il. Le coup de grâce arriva lorsque Melinda demanda un traitement expérimental via les protocoles d'urgence des centres de contrôle et de prévention des maladies. Sa demande fut rejetée. Ce que la lettre omettait de mentionner, c'est que le docteur Maxwell Blair avait personnellement recommandé de ne pas approuver la demande en tant que chercheur principal du projet Lazarus. Son avis avait un poids décisif auprès du comité d'évaluation des CDC. L'appel arriva à 2 heures du matin, un mardi. Melinda s'était effondrée dans sa cellule et avait été transportée d'urgence à l'infirmerie de la prison. Elle demandait à voir son mari une dernière fois. Maxwell arriva au centre fédéral de détention à l'aube, alors que le soleil se levait sur Boston. Melinda était allongée dans le service médical, reliée à des machines qui surveillaient ses fonctions vitales défaillantes. Elle paraissait avoir 20 ans de plus que son âge réel. « Max » murmura-t-elle quand il entra. « Merci d'être venu. Je meurs. »« Oui » répondit-il. « Tu pourrais me sauver. Je sais que tu possèdes le remède. » Maxwell s'assit à côté de son lit. « Oui, je l'ai. »« Alors pourquoi ne veux-tu pas m'aider » implora-t-elle. « Parce que tu as détruit tout ce que nous avons construit ensemble. Tu as trahi notre mariage, notre confiance, notre avenir, déclara-t-il. Sa voix resta cliniquement calme. Tu as participé à la recherche sur les armes biologiques qui auraient pu mettre en danger des innocents. J'ai été manipulée, rétorqua-t-elle. Tu étais cupide, imprudente et criminellement négligente. Maxwell se pencha en avant. Te souviens-tu de ce que tu as dit à Phelps à mon sujet? Que j'étais trop obsédé par les maladies pour voir que tu étais toi-même malade. Les yeux de Melinda se remplirent de larmes. Tu avais raison, continua Maxwell. J'étais obsédé par la guérison des maladies, mais je n'ai pas réussi à reconnaître la maladie qui avait infecté mon propre mariage, la maladie de la trahison, de la cupidité et de la corruption morale que tu as introduite dans notre foyer. S'il te plaît, murmura-t-elle, je t'en supplie. Tu supplies la mauvaise personne. Supplie Dieu de te pardonner. Supplie tes victimes d'avoir pitié. Supplie la justice de faire preuve de compassion. Maxwell se leva pour partir. Mais ne me supplie pas. Je ne suis qu'un médecin qui a enfin appris à reconnaître quand un patient est au-delà du salut. Il déposa une enveloppe sur sa table de chevet. Vos dossiers sur la fraude à l'assurance. Je me suis dit que vous voudriez peut-être les consulter avant votre comparution finale. Melinda ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des copies de la dérogation médicale qu'elle avait falsifiée 3 ans plus tôt. Vous saviez, réalisa-t-elle. Vous saviez depuis des années pour la fraude à l'assurance. Je savais tout, Melinda. J'ai simplement choisi de l'ignorer parce que je vous aimais. Mais l'amour a des limites. Alors, vous allez simplement me laisser mourir? Maxwell s'arrêta sur le seuil de la porte. Je vais vous laisser faire face aux conséquences de vos choix, tout comme vous avez laissé notre mariage mourir quand vous avez préféré l'argent et l'excitation à l'engagement et à l'honnêteté. Il sortit sans se retourner. Melinda Blair mourut en détention fédérale 6 jours plus tard. La cause officielle du décès était une défaillance multiviscérale résultant d'une infection expérimentale incurable. Ses funérailles furent modestes et peu fréquentées. La plupart de ses amis l'avaient abandonnée après la médiatisation des accusations criminelles. Maxwell n'assista pas à la cérémonie. Il passa plutôt cette journée à une conférence médicale à Chicago,
où il reçut un prix pour ses contributions à la recherche sur les maladies infectieuses et pour son courageux rôle de lanceur d'alerte dans l'affaire Morrison Biotech. Dr Blair, demanda un journaliste lors de la conférence de presse, « Votre ex-femme est décédée alors que vous possédiez les connaissances nécessaires pour lui sauver la vie. Avez-vous des regrets ?» Maxwell considéra attentivement la question. Autour de lui, les appareils photo crépitaient, et les journalistes attendaient sa réponse. Seulement d'avoir cru à ses mensonges pendant si longtemps, dit-il finalement. L'auditoire murmura d'approbation. Pour eux, il était un héros qui avait sacrifié son bonheur personnel pour protéger la sécurité nationale, un scientifique intègre qui avait placé la justice au-dessus de la loyauté personnelle. Comptez-vous poursuivre vos recherches sur les protocoles d'amélioration virale, demanda un autre journaliste. Absolument. Le travail est trop important pour être abandonné à cause d'une tragédie personnelle. Maxwell esquissa un léger sourire. En fait, le cas de ma femme a prouvé à quel point il est essentiel que nous gardions une longueur d'avance sur ceux qui voudraient utiliser la recherche médicale comme arme à des fins criminelles. Après la conférence, Maxwell se rendit en voiture à l'aéroport. Son téléphone vibra avec un nouveau message du CDC, une demande de consultation pour un patient à Seattle qui avait contracté une infection inhabituelle lors d'un voyage à l'étranger. La vie continuait. La science progressait. La justice avait été rendue. Alors que son avion décollait de Chicago, Maxwell regarda les lumières de la ville en contrebas et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la paix. La maladie qui avait infecté son mariage était enfin guérie. Le traitement avait été rude mais nécessaire. Certaines infections ne peuvent être éliminées qu'en détruisant complètement les tissus infectés. Le docteur Maxwell Blair avait réalisé l'opération la plus difficile de sa carrière, excisant la tumeur maligne qui avait lentement détruit sa vie, et il ne regrettait en rien le résultat. Har brugt 10 dage på at vende dit bord. Okay, gutters. Okay. Hvorfor er det... Jeg ser så mørk ud. Må jeg lige hurtigt... 2 sekunder her. Ej, nu åbner jeg Claude. Det var ikke det, jeg ville. 2 sek. Jeg skruer lige op for det her lys. Det var lidt bedre. Det var lidt bedre. Hvor fuck er møllen? Den står hernede ved siden af. Jeg kan ikke pege, den står nede ved siden af mig. Gutters, tusind tak for at kigge med i dag. Velkommen til. Jeg har ikke brugt 10 dage på at vende mit bord. Jeg har brugt 10 minutter, eller 10 dage på mental reset, jobsøgning, sponsmøder, jobmøder, bob og alt muligt. Altså, jeg ser dig i mine views. Okay, Rasmus Ravn Larsen. Lidt stalkeragtigt, men hey. Hvad så Carlsen? I får lige en hej alle sammen. Carlsen, Lykke, Nana, Mygel, Rasmus Ravn Larsen, Liva, Mor for Aarhus, Cobra, Mikau, by the way. Velkommen til Lars, Mygel, Nana, har jeg sikkert sagt. Jeg siger bare alle sammen, jeg er ligeglad. Musse, velkommen til Cobra. Også igen, J-Pile, Akosin. Cobra, du får en mere. Fuck, det er ligeglad. Var det det? Liva, velkommen til. Velkommen til. Velkommen til Long Apple. Velkommen til, gutterne. Du har ikke ligget på den lade side. Det har jeg ikke. Nej, okay, jeg skal indrømme. I hvert fald 2 af dagene har jeg ikke lavet en skid. Nok, altså realistisk set, nok halvdelen af dagene, hvor jeg ikke rigtig har lavet noget. Men det har været godt til mig. Det har det. Akosin på en 65 stream streak, by the way, er fandme insane. Glemt at annullere. Jeg har slået lyd fra, tror jeg. Sådan der. Og lyd på en nødskin. Jeg bliver nødt til at lave mute sus, man. Jeg kan slet ikke... synes også, jeg ikke har set dig live længe. Ja, det er... Glemt at annullere XD. Glemt at annullere XD. Det er 10 dage siden vi sidst har været live på den her videostream, gutters. Det er insane. Vi har ikke streamet i hele juni, er jeg ret sikker på. Jeg tror, at sidste stream var 31. maj. Det er lidt insane. Imo. Men hey, we back. From a set back. Tænker jeg. Du glemte Mo? Det tror jeg ikke, nej. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Men Akko, tusind tak for din 65 stream streak, og Cobra, tusind tak for dit, hvad står der, subscription her. Du er sgu smuk, det er du fucking også sinds, altså jeg er så glad for, at du er her med et. Det er fandme. Udover det, gutters, vi har simpelthen fået 4 followers, imens vi har været offline. Vi har ikke streamet i 10 dage. Darf DK, Rollo 37, Doggo LT og Karoline KP, tusind tak for jeres follows. Du streamede 1.6. Pis. Jeg havde sådan lidt håbet, at det her det var første stream i juni. Jeg ved ikke hvorfor faktisk. Det er rigtigt, ja. Vi gav dig 500 den første Mo. Det er faktisk sindssygt. Det er 11 dage siden, vi lavede... 11 dage siden, vi lavede månedens klip. Vi har ikke streamet siden.
Mr. Oppesen. Kan man kalde mig det? Jeg ved ikke det. Hvad så, Jeanette? Velkommen til. Godt at se dig. Jeg har også fået en follower. Okay, Mr. Snack, er det en, vi kender, eller hvad? Ej, Citronmund, velkommen til. Bro gav 500 kroner til ham med fuldtidsjob og Darfod. Ja, det er jo faktisk også en af de ting, vi skal snakke om i dag, gutters. Nu skal jeg lige herned. Hej Maj, velkommen. Maj, by the way, vent. Lad mig lige sætte en sang på hurtigt. Nu skal jeg lige se. Der er meget stor den der chatbox. Se mig. Shit, her. Fuck. Herop. Du havde sgu ret, Maj. Jeg var bare blind. Jeg var bare fuld blind, altså. Blind. Men du havde ret, det var den. Sakutuanak med subscription. Wow. Rasmus, tusind tak. For 3 måneder subscription. Thank you. Nej, du har ikke fået et job. Hej, det har jeg sgu ikke. Jeg har sgu ikke fået noget job. Dude, I fucking wish though. I wish, man. Det fandt jeg, det var lidt langsomt, det er okay. Det er rigtigt, det. Jeg tror også 3 måneder må svare din DM. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Men det er okay, føler jeg, nogle gange. Ikke hver gang, nogle gange. Så siger du hej for fanden. Ved du hvad, KS? Det er jeg fandme ked af. Hej og velkommen til. Jeg er fandme glad for at se dig. Jeg troede faktisk, jeg havde sagt hej. Men hey, we down. KS Hedman. Hvad fik hun? Ja, hvornår fanden fik du egentlig det? Jeg ved det ikke engang. Jeg føler lige, vi har hørt den der sang, det var mig. Jeg har allerede glemt, hvad det er, vi har hørt i dag. Jeg ved ikke. Jeg siger lige hej. Jeg har sagt hej, Lykke. Hej, Jessen. Velkommen til os. Lykke, jeg ved, jeg har sagt hej til dig. Det er jo range bait miss. Jeg har en lampe tændt om bagved. Nå. Vi har lidt ting, vi lige skal have vendt. Jeg bliver ved med at kigge sådan heroppe, fordi jeg tror, mit kamera sidder der. Det sidder herovre. Har du rykket rundt igen? Det kan jeg ikke løbe fra. Gunners, skal vi bare get the cat out of the bags? Eller hvad? Der er spons på kanalen. I kan kigge ned i hjørnet.